Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique. Les voix de la politique jusqu'à 19h30 en compagnie de Nicolas Corato. Bonsoir à vous Nicolas. Bonsoir Jean-Marie. Fondateur du think tank Place de la République, auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès, c'est publié chez Heredium. Guillaume Bigot est avec nous. Bonsoir à vous Guillaume. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Sud Radio. Bonsoir les auditeurs. Auteur du livre Populophobie, il faut remplacer la classe dirigeante française, publié chez Plomb, effectivement. Nous allons parler de ces régionales. Vont-elles déterminer le vainqueur de cette élection présidentielle ? Dans un mois, vous votez pour les régionales. Dans un peu plus d'un an, vous votez pour l'élection présidentielle. Emmanuel Macron peut-il être élu président si son parti ne remporte aucune région ? C'est l'une des questions qui se posent. Si la gauche ne fait pas de front républicain dans aucune région, le Rassemblement national peut gagner. En fera-t-elle un pour Emmanuel Macron ou pour un autre au second tour de la présidentielle ? C'est une autre question qui se pose. L'alliance entre la droite, les Républicains, ou ce qu'il en reste, et la République en marche peut-elle marcher ? Mais ça, on va regarder en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ou plutôt en région sud, comme dirait Nicolas Corato. Bref, Esteban Rania, il y a plusieurs régions qui seront riches en enseignements pour l'élection présidentielle. Lesquelles ? Exactement, Jean-Marie. Il reste encore quelques heures aux partis pour déposer leur liste, mais on connaît déjà globalement le paysage dans 3 grandes régions, vous l'avez dit. D'abord dans les Hauts-de-France, où LREM se mobilise pour faire tomber le président sortant des Républicains, Xavier Bertrand. L'ancien ministre est pour l'instant donné... Républicains d'ailleurs, effectivement. Oui, pour l'instant donné gagnant avec 35% d'intention de vote, devant Sébastien Chenu, 32%. La liste macroniste menée par Laurent Pietraszewski fermerait la marche avec seulement 10% des voix. Le feuilleton se poursuit en PACA, où le dernier sondage Ipsos envoie Thierry Mariani du RN largement en tête au premier tour avec 39% des suffrages, devant Renaud Muselier des Républicains. De leur côté, les Insoumis renoncent, eux, à présenter un candidat. En Occitanie, enfin, la socialiste Carole Delga vise un nouveau mandat à la tête de la région. Pour l'instant, la présidente sortante est donnée gagnante par les derniers sondages. Jean-Paul Garot du Rassemblement national et Aurélien Pradier des Républicains se positionneraient en 2e et 3e position. Les résultats s'annoncent très très serrés. Merci à vous. Esteban Rania, vous avez choisi à la fin une région de gauche où la gauche n'est pas donnée battue. C'est pour remonter le moral de Nicolas Corato. Oui. Notamment, on peut parler de cette région des Hauts-de-France, on en a beaucoup parlé, celle où se présente Xavier Bertrand. Alors il fait plus partie des Républicains, mais il est toujours de droite. La République en marche et lui ne sont pas des alliés, mais il pourrait gagner sans En marche contre le Rassemblement national. Surprise ou pas ? Non, pas surprise. Comment dire ? Xavier Bertrand a décidé de se présenter à l'élection présidentielle et de passer par le sas des régionales, ce qui est un pari politique un peu étrange. Mais qui va avec l'homme isolé qu'il est, c'est-à-dire que le seul ralliement, le seul lien avec la politique normale, c'est son mandat de président du Conseil régional. Donc, ça en fait un test de niveau national pour lui. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans les régionales, tout le monde concourt et tout le monde passe par un sas, sauf La République en marche. La République en marche qui va instrumentaliser depuis l'Élysée ce scrutin, qui n'a aucune ambition de gagner nulle part, mais qui veut simplement utiliser ce scrutin pour écarter, par exemple, Xavier Bertrand. L'idée d'envoyer Dupond-Moretti dans les Hauts-de-France, c'est pas uniquement pour faire plaisir aux électeurs des Hauts-de-France, c'est surtout pour mettre un coin dans la démarche électorale de Xavier Bertrand. Donc voilà, on a un scrutin qui est instrumentalisé par l'Élysée. Un scrutin auquel ne pensent pas nécessairement ceux qui y concourent. Xavier Bertrand et Valérie Pécresse pensent beaucoup plus à la présidentielle qu'au régional. Et puis ailleurs, des scrutins qui se perdent dans le marigot des ambitions locales. Bref, voilà. On sent que ça vous enchante. Oui, non, mais parce que les régions sont devenues des fiefs électoraux, et plus des collectivités locales où on met en œuvre des politiques publiques. Guillaume Bigot. Les Hauts-de-France, c'est Stalingrad. Oui. C'est-à-dire que là, les partisans de l'Euro-Reich, vous savez, Ein Reich, Ein Market, Ein Euro. Oh là là, donc là, le point Godwin, elle a 3e. C'est vous qui l'avez dit. C'est vous qui l'avez dit. Non, mais là, ils ont envoyé. Non, mais c'est évidemment un clin d'œil aux prurites euro-fanatiques de notre soi-disant président. Je dis soi-disant parce qu'il n'est, pour moi, il est plus président. Il se réclame d'une souveraineté qui n'est plus la mienne. En fait, moi, je suis français. On parlait de l'Europe, on parlait des régionales et de la présidentielle. Il y a un instant. Partisan de la démocratie, donc pas de son dépassement. Donc les Hauts-de-France, là, il y a une mobilisation incroyable puisqu'il y a 5 pour le prix d'un. C'est-à-dire qu'il y a 5 ministres qui ont été dépêchés sur place. Alors il y a Laurent Pietraszewski, il y a Alain Griset, ministre des PME, il y a Agnès Pannier-Runacher, Gérald Darmanin, et excusez du peu, le meilleur avocat
Le ministre de l'Intérieur. Du gouvernement, exactement, le garde des Sceaux. Donc, garde des Sceaux, ministre de l'Intérieur, ministre des PME, ministre du Commerce extérieur. On a l'impression que tout le gouvernement est allé en autocar sauver... sauver qui, a absolument raison. Alors, sauver quoi? Pas sauver le score. Il a doublement raison. Pas sauver le score d'une part, et d'autre part, évidemment, pirater ou pilonner le candidat Xavier Bertrand. Et il me semble que ça va être du En Marche classique, c'est-à-dire, ou du Macron classique, c'est-à-dire feignons d'organiser ces mystères qui nous échappent. Ça, c'est l'intention. Et à l'arrivée, c'est feignons de ne pas être responsable du désordre ou du désastre qu'on a créé. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent pirater Xavier Bertrand. Et ils ont envoyé des stars pour que la lumière soit prise un peu par d'autres et pas par Xavier Bertrand, donc pour affaiblir son score. Et en fait, ils pourraient arriver au résultat de ne pas faire élire Xavier Bertrand, mais en réalité de faire élire le Front National et le Rassemblement National, ce qui n'était évidemment pas l'intention. Et on arrive à effectivement une mise en abîme de ce qui va se passer peut-être pour la présidentielle, c'est-à-dire qu'ils craignent un autre candidat plus à droite que Macron, et en réalité, ils vont faire le jeu d'un parti populiste qui est leur adversaire principal. Ensuite, je suis assez d'accord, le parti du gouvernement, le parti, de la majorité présidentielle, La République En Marche, n'a évidemment aucune ambition parce que c'est un parti qui n'existait pas en 2015 lors du dernier scrutin, donc qui n'est pas implanté. Et par ailleurs, c'est un parti dont on voit que là aussi, il se prend les pieds dans le tapis, dans la très haute tactique et la très haute volée stratégique du président, qui d'un côté fait une loi sur le séparatisme et de l'autre côté essaye en loose dé de nous refourguer des militants des valeurs musulmanes. Sur on parle des régionales, on pense à la présidentielle dans un an à peu près. Est-ce que ça paraît impossible que le parti d'Emmanuel Macron fasse entre 10 et 15% sur les régions et donc qu'il soit en capacité d'être troisième nulle part ou presque, et qu'en même temps Emmanuel Macron soit premier ou deuxième au premier tour de la présidentielle? Comment on explique ce décalage? Est-ce qu'il peut vraiment faire les scores que lui donnent les sondages au présidentiel si son parti est si bas que ça au régional? Nicolas? C'est d'abord une aventure solitaire, l'aventure d'Emmanuel Macron. Son mouvement porte ses initiales. On le dit depuis 4 ans. Donc c'est pas une aventure collective. Donc il ne faut absolument pas relier les scores de son parti à ce qu'il pourra faire aux élections présidentielles. Il peut faire un gros score Il peut faire un très gros score aux élections présidentielles en ayant fait des très très petits scores en local. Moi je pense que les choses ne sont pas corrélées. En revanche, il y a un vrai sujet qui lie les régionales aux présidentielles, c'est ce que va faire le Rassemblement National. Si une région ou 2, voire 3 passe au Rassemblement National dans un mois, cela va commencer à mettre en cause la candidature même d'Emmanuel Macron. Parce que si on considère, y compris dans son propre camp, et qu'on commence à considérer qu'Emmanuel Macron pourrait être battu par Marine Le Pen, parce qu'il n'y aurait pas les reports de voix, alors se posera très clairement la question d'une autre candidature macronienne, je dis bien macronienne, à la place même d'Emmanuel Macron. Donc ce qui se joue sur les régionales, c'est moins l'avenir d'En Marche que l'avenir, il me semble, d'Emmanuel Macron. Et en tout cas, pas l'avenir des régions, si on vous suit. Non, l'avenir des régions, ça n'intéresse absolument personne. Ça n'intéresse que les listes de gauche, par exemple, qui se sont unies dans les Hauts-de-France, qui font un score pour l'instant dans les sondages de témoignages à 20%. Gauche, mais j'espère qu'à un moment, les électeurs vont se pencher un peu plus sur les programmes que sur les ambitions politiciennes des uns et des autres. On va parler de la gauche dans un instant. Nicolas, vous parliez de l'union de la gauche dans les Hauts-de-France. C'est une liste conduite par l'écologiste Karima Deli. Revenons peut-être avec vous, Guillaume Bigot, sur le Rassemblement National. Si le Rassemblement National remporte plusieurs régions, ça a quoi comme conséquence? Mais juste une parenthèse que je vais vite refermer. Corato a 100 fois raison encore, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme une espèce de confinement de la démocratie quand même. Ça, les régionales sont complètement covidées de leur substance, quoi. Et on voit bien pourquoi, parce que le gouvernement va se prendre une branlée, pour parler clairement, et donc il n'a aucune intention d'en parler. Et comme les 3/4 des médias sont agonisants et percutent subventions, ils font ce que leur gouvernement leur dit de faire, c'est-à-dire qu'ils n'en parlent pas non plus, et donc on étouffe le truc. Voilà, c'est ça qui se produit en fait. Nous parlons des régionales, nous sommes oui, on parle des régionales, mais vous voyez, on en parle aussi, d'ailleurs, et ça c'est un effet de la Ve République, je suis bien d'accord avec vous, et c'est un effet de la proximité calendaire. Pas des subventions ni du Covid dans ce cas-là. J'entends bien, mais il y a quand
quand même cette idée que voilà, il y a la force d'attraction de la présidentielle fait que ça va vider quand même de sa substance aussi le contenu. Et donc, pour un gouvernement et pour des politiques qui ne jurent que par le terrain, les territoires, ça la fout mal. Exemple avec Xavier Bertrand qui quand même se présente à sa propre réélection dans la région Hauts-de-France, tout en reconnaissant publiquement, il l'a dit, il les cache d'ailleurs, au fait si je suis réélu, vous inquiétez pas, dans 6 mois je pars pour les lycées. C'est le seul sans être le seul, parce que Xavier Bertrand au moins il a l'honnêteté de le dire, mais Laurent Wauquiez n'en pense pas moins, il paraît qu'il passe des coups de fil dans tous les sens en ce moment, et Madame Pécresse c'est pareil, d'après les informations qui nous remontent, elle a son état-major, et peut-être elle a son état-major qui est prêt, elle n'a plus qu'à appuyer sur le bouton. Donc en fait ces gens-là se servent des régionales comme de The Voice en fait. C'est ça, c'est absolument lamentable. C'est vraiment d'un mépris pour les lecteurs qui est monstrueux. Voilà, c'est ça, c'est complètement tordu. Et le Rassemblement national à l'inverse, parce que votez pour moi, comme ça je vais vous quitter dans quelques mois. Et le Rassemblement national qui choisit une autre stratégie qu'au dernier régional il y a 6 ans. Marine Le Pen était candidate, elle a perdu contre Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Sa nièce à l'époque, Marion Maréchal, était tête de liste en région Sud. Aujourd'hui, vous avez soit des candidats un peu moins connus, Sébastien Chenu est député dans le Nord, soit des transfuges de la droite comme Thierry Mariani en région Sud. Le Front National, le Rassemblement National, pardonnez-moi, a changé de stratégie. Oui, parce que le Front National, il localise l'élection alors que les autres la nationalisent. Et je pense que c'est la bonne stratégie. Chenu est un homme du terroir, du territoire. Il connaît ce territoire comme sa poche. Thierry Mariani est un homme structurant de la région sud-est. Alors ces gens-là n'ont pas nécessairement d'ambition nationale, mais ils ont une ambition pour leur région et un programme qui parle à leurs électeurs en fonction à peu près des compétences régionales, excepté la sécurité, qui, je le rappelle, n'est pas une compétence des régions. Non. Mais ça fait partie voilà une autre raison pour covider leur substance régionale. Du classique du Rassemblement national. C'est un sujet central et c'est pas traité par les régionales. Mais effectivement, le Front National, le Rassemblement National a parié sur des candidatures locales, ancrées localement. Et ça peut marcher. Et ça peut marcher. Ça peut plus marcher dans les Hauts-de-France que le retour au territoire ou le retour à la maison d'Éric Dupond-Moretti. Par exemple, imaginons Guillaume, victoire du Rassemblement National Région Sud, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est celle où il a à ce stade le plus de chances de gagner, puisque les sondages, y compris les nôtres, IFOP Sud Radio, IFOP Fiducial pour Sud Radio, le donne le Rassemblement National gagnant. Imaginons que le RN gagne Hauts-de-France, par exemple, pourquoi pas Région Sud et ou Grand Est, enfin 3 grandes régions. C'est-à-dire ça donne quoi la présidentielle? PACA, d'une part, PACA, si le Rassemblement National perd PACA, je pense que ça va être une véritable déception pour eux. Au stade où on en est, ça va plus être un coup de tonnerre, c'est l'inverse. Et effectivement, s'il y a 2 régions et a fortiori 3 régions, là, ça peut enclencher une dynamique. Mais dans un cas comme dans l'autre, pour les 2 grands favoris, les 2, disons, drapeaux favoris, La République En Marche d'un côté, le Rassemblement National pour les présidentielles, je pense qu'un échec ou une victoire n'augure pas la victoire ou l'échec. D'abord, même s'il y avait pas cette quinte flush, mais enfin ce trio gagnant, je vois pas plus de 3 régions, enfin sait-on jamais. Ça paraît difficile. Mais 3 régions gagnées, ça enclencherait effectivement une véritable dynamique de succès. Et je pense qu'il resterait à confirmer que l'effet, disons, de fracturation de l'intérieur de LR se produise et que des gros poissons comme Madame Morano, Monsieur Ciotti, Monsieur Wauquiez, etc., tout ce petit monde aille à la gamelle chez Madame Le Pen. Bon, auquel cas, là, effectivement, la dynamique gagnante serait là pour le coup. Mais de l'autre côté, si La République En Marche se ramasse la veste qu'ils vont de toute façon se ramasser, est-ce que ça veut dire pour autant que Macron... Mais c'est le même raisonnement. C'est-à-dire que ça va donner une tendance, ça va donner non pas... ça va pas nécessairement ça va pas signifier nécessairement augurer d'un échec, mais en revanche, ça peut effectivement indiquer que ça va être vraiment très juste. Le deuxième tour va être très juste pour M. Macron. En tout cas, c'est très serré, on ne sait pas à quoi s'attendre. On termine sur la gauche, peut-être. Nicolas Corato, vous n'aviez pas de mots assez durs pour l'Union de la gauche, qui pourtant a été réalisée dans les Hauts-de-France, avec cette liste conduite par Karima Delli, l'écologiste. Et pourtant, vous le rappeliez dans les sondages... J'ai pas de mots durs pour l'Union. Moi, je souhaite l'Union de la gauche. Le mot assez triste, je reformule. Mais on voit que pour l'instant, dans les sondages, ça n'imprime pas la gauche dans les Hauts-de-France
Si vous additionnez leurs anciens résultats, tous ceux qui se sont unis font à peu près 30-32% aux dernières élections. Bon, là, ils s'unissent, ils sont à 20%. C'est une région historiquement de gauche. Et effectivement, c'est pas très encourageant. Après, on est au début de la campagne. Je pense que la gauche a des choses à dire dans ce territoire. La gauche est en train de se restructurer comme elle peut, comme elle l'entend, comme elle veut ou comme elle ne le veut pas. Le sujet, il n'est pas là. Je rappelle que dans les Hauts-de-France, si Xavier Bertrand est président depuis 2015, c'est parce que la gauche s'est retirée et a renoncé à avoir un seul élu. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun élu de gauche au dernier Conseil régional des Hauts-de-France pour faire barrage au Rassemblement national. Donc le fameux laboratoire de Xavier Bertrand, finalement, il a un peu la mémoire courte. Il le doit aussi aux élus de gauche qui ont pris leurs responsabilités de manière historique, je trouve, en 2015. Donc depuis, ils se reconstituent, ils repartent de zéro. C'est plutôt pas mal. Malheureusement, ça n'est qu'une exception, ce qui se passe dans les Hauts-de-France. Ailleurs, c'est la Bérésina et c'est la division. Donc tant pis. Enfin, je veux dire, la gauche, elle a 10 ans, 15 ans devant elle. Tant pis pour la gauche. Mais tant pis pour les électeurs et tant pis pour les citoyens de ne pas avoir une alternance. Pourtant, il y a d'autres régions, la gauche est donnée a priori favorite, même si l'ordre d'arrivée des différentes listes de gauche pourrait changer. Oui, prenons la Nouvelle-Aquitaine, par exemple. Et pourquoi personne ne parle de ces régions de gauche qui pourraient rester à gauche ? Parce qu'on nationalise le scrutin, on ne s'intéresse pas au bilan de Mme Delga, on ne s'intéresse pas au bilan de M. Rousselet. Et pourquoi s'intéresse-t-on davantage au bilan d'autres Mais parce qu'on ne recherche que l'effet sur les présidentielles. Que l'effet sur les présidentielles. Renaud Muselier n'est pas candidat à la présidentielle, notre pays est pardonnez-moi. gangréné par son institution et par la Ve République qui font que, hormis le président de la République, il n'y a pas d'autre salut. Donc c'est pas la faute de la gauche, c'est la faute de l'Élysée. Non, c'est la faute de notre système institutionnel qui en même temps a décentralisé faussement. Parce écoutez, disons un mot sur les régions. Franchement, depuis la loi NOTRe et la nouvelle vague de décentralisation. Les grandes régions. Et écoutez Xavier Bertrand, est-ce que nous avons retenu, est-ce que les gens qui habitent dans les Hauts-de-France ont retenu une seule politique publique lancée par M. Bertrand, président du Conseil régional des Hauts-de-France? Je dis que les régions sont finalement de fausses décentralisations, qu'on a surtout décentralisé de la masse salariale, qu'on a décentralisé de la fiscalité, mais qu'on n'a pas décentralisé de réel pouvoir. Notre État, il est quand même encore hyper centralisé. Alors, ils ont amusé la galerie en commandant des masques pendant la crise Covid, qui se sont fait piquer sur les tarmacs. Tout ça coûtait très cher. Tout le monde l'a fait. Ça, il n'y a pas eu que les régions. Mais voilà, le développement économique, a priori, est une compétence de la région. Si vous prenez les lycées, réparer et entretenir les lycées dans un pays qui est extrêmement centralisé, où on a les mêmes programmes scolaires, j'espère en tout cas, et où on a quand même des règles extrêmement centralisées pour faire fonctionner les lycées, pour le meilleur ou pour le pire. Je rappelle que c'est une institution de Bonaparte. Mais c'est déjà, il a raison, c'est simplement supprimer les régions, les paliers les lycées, vous êtes obligés de les rénover à date fixe, vous êtes obligés d'en construire un certain nombre par rapport aux problèmes démographiques, vous enfermez. Enfin, il n'y a aucune décision politique. Est-ce que vous êtes pour la suppression dans ce cas-là des régions? Si je vous écoute, j'ai l'impression qu'elle ne sert à rien. Je suis pour un vrai débat sur une vraie décentralisation. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Toutes les collectivités locales en France, de la commune jusqu'à la région, toutes les décisions sont sous le contrôle des préfets. Donc, les élus que nous élisons... Enfin, il y a un moment, si on nous propose d'élire des gens, je vais reprendre le refrain de Guillaume Bigot avec l'Europe, mais à partir du moment où on nous propose un scrutin démocratique, il faut donner aux gens qu'on élit une vraie souveraineté, un vrai pouvoir. Là, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas assez à votre goût. Mais bien sûr, donc c'est du gadget qui est créé politiquement dans les régions. C'est très inquiétant. Je pense qu'il y a véritablement une tenaille démocratique qui est en train d'écraser la démocratie, avec d'un côté l'Europe et de l'autre, effectivement, ces régions dont les noms changent, les compétences sont pas très claires, encadrées effectivement par les préfets, etc. Et ça se perd, tout ça se perd dans une espèce de technocratie avec des enjeux on ne peut plus technique et rasoir. Et donc c'est une nouvelle style de dictature inédite dans l'histoire, c'est la dictature par l'ennui bureaucratique. Voilà, ça c'est un truc. Par l'ennui bureaucratique. Mais évidemment, parce que si vous demandez aux gens de se passionner par la rénovation des lycées, de savoir s'il faut mettre du vert ou du bleu ou du blanc pour repeindre le lycée, ça fait braire tout le monde. Mais il n'y a pas d'enjeu. Pourquoi dans ce cas-là les gens se passionnent un peu plus, en tout cas se dépassionnent un peu moins pour les élections départementales qui, elles, ont à leur charge 1, les routes départementales, 2, les affaires sociales et 3, les collèges? Parce que c'est un petit peu plus proche parce que le mode de scrutin est plus proche. Du citoyen déjà. Le mode de scrutin est beaucoup plus proche. Il y a une bonne distance, il y a une question de distance. C'est beaucoup plus proche. Là, on est sur des listes départementales dans les régions.
très franchement, encore une fois, regardez ce que sont en train d'inventer Valérie Pécresse et Xavier Bertrand pour faire campagne. Des programmes qui tournent autour de la sécurité. Ils n'ont aucune compétence en matière régionale. De toute façon, c'est de la singerie de l'Allemagne d'un côté, la singerie des États-Unis de l'autre, puisque de toute façon, nos bobos sont totalement décérébrés et regardent l'inspecteur d'Éric d'un côté et de l'autre sont restés scotchés comme Sarkozy et Macron sur Dallas des années 80. Voilà, bon, c'est affligeant. Dallas et d'Éric d'un côté et de l'autre, effectivement. Dernière question, oui, non, allez-vous voter au régional l'un et l'autre, et voterez-vous de la même couleur politique au régional qu'à l'élection présidentielle? Est-ce que la question était est-ce que j'allais voter de la même couleur politique que Guillaume Bigot? Non, ça t'en sais rien. Sinon il n'y aurait pas de débat entre vous. Guillaume, irez-vous voter? J'espère que tu voteras. Irez-vous voter de la même couleur? Alors, peut-être pas de la même couleur, non, d'une part, et d'autre part, oui, j'irai voter, je vote toujours. Et enfin, je pense que l'enjeu politique central, ça va être la survie finalement des partis de l'ancien monde. Ça, c'est quand même très important. Et je pense qu'il va y avoir deux énormes inconnus. C'est est-ce que LFI, oui ou non, va capter son électorat communautaire? Ce sera très intéressant pour les présidentielles. Et deuxième question, on n'a pas eu le temps de traiter, c'est est-ce que Europe Écologie Les Verts va oui ou non prendre le bouillon à la suite du concours de l'épine de la connerie des élus verts? Ils apprécieront. Nicolas Corato, irez-vous voter de la même couleur? Alors oui, j'irai voter. Et il est fort possible que je ne vote pas de la même couleur. Oui, que vous changiez des régionales à la présidentielle. Oui, pour moi, c'est un scrutin local. Merci à tous les deux d'être intervenus dans les voies de la politique. Guillaume Bigot, politologue, auteur du livre Populophobie. Il faut remplacer la classe politique, la classe dirigeante française, pardonnez-moi, aux éditions Plomb. Merci à vous, Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République, auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès, publié chez Heredium. Dans un instant, sur Sud Radio, parlons vrai, toujours avec les entrepreneurs. Vous retrouvez Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart.